Bonjour Gilles, comment allez-vous? Ah mais toujours très bien. Toujours très bien, ça c'est bien ça. Bon, est-ce comme vous nous le faites à chaque fois, est-ce que vous avez un commentaire, en particulier les menaces, Oui, que la Russie se tienne pense bien? Car, je Emmanuel pense Macron. en me référant aux mesures fortes qui ont déjà été prises, je pense qu'on peut définir assez précisément la mesure forte par le fait que 135 € d'amende vous seront donnés si vous buvez votre vodka debout. Il faudra la boire assis. Pour ceux qui ne voient pas, c'était la référence, à l'époque du covid et à la protection dans les cafés. S'il fallait boire le café, c'était assis ou debout? J'arrive pas à me souvenir. Qu'est-ce qui protégeait le mieux? C'était d'être assis ou d'être debout? Est-ce qu'il fallait marcher ou pas Comment marcher? pouvez-vous vous permettre de faire comment vous pouvez-vous vous permettre de faire des commentaires sur des questions de santé, alors que vous avez oublié que le café debout vous expose à la mort instantanée, alors que le café assis vous apporte tous les bienfaits de la santé? Ah, c'est étonnant que vous n'ayez pas le souvenir de cette, distinction. C'est pas une distinction, c'est le jour et la nuit. Ouais, moi, j'ai les souvenirs. Je me souviens le problème sur les plages aussi. C'était la position dynamique ou la position statique. Assis sur la plage, c'était très dangereux, mais marcher Ah sur la oui, plage, c'était bon. mais c'est exactement l'inverse. Sur la plage, si vous êtes assis, c'est la mort assurée. Si vous êtes debout, vous êtes sauvé. Arrivé au café, il faut immédiatement s'asseoir, car c'est le seul moyen de la rédemption. Si vous êtes debout au café, c'est la mort. Donc, c'est simple, au café, debout, c'est 135 €. À la plage, assis, c'est 135 €. Ça fait 270 €. Fait, Gilles, j'ai dit: «Faut pas me faire rire comme ça, c'est difficile». Quand dans une réunion de ministres, on a demandé au Premier ministre si tout ça avait beaucoup de sens, si c'était vraiment la bonne idée, si euh, du point de vue de la santé, c'était ce qu'il fallait. Alors, il a répondu que, à ce qu'on savait, il était possible que ce soit pas du tout le cas. En revanche, ça apprenait les Français à être euh, euh, comment dire, ça domestiquait les Français, voilà le terme exact. Ça apprenait aux Français à être disciplinés, le terme qu'il a utilisé, discipliné. Ça disciplinerait les Français. Car vous savez, les Français, finalement, ils sont pas totalement disciplinés, ils ont le sentiment pour un oui, pour un non, qu'ils pourraient élire leurs représentants, alors que ce sont les représentants nommés à Bruxelles qui ont le pouvoir. Et les Français sont des gens vraiment dangereux. On se souvient aussi de l'inénarrable Sibeth Ndiaye, qui était drôle aussi. Le porte-parole du gouvernement Macron qui expliquait que mettre des masques, c'était extrêmement compliqué, qu'il fallait minimum un doctorat, en médecine tropicale pour y arriver et Et, après, c'était obligatoire en marchant dans la forêt. et surtout que ça ne servait à rien. Et ensuite, c'était obligatoire, y compris si vous étiez seul sur un terrain vague, seul dans votre voiture. Je crois que on a eu là un florilège, mais qui indique simplement la perspective, c'est-à-dire la perspective totalitaire. L'idée que vous allez faire ce que l'on vous dit, c'est une perspective renforcée par l'annonce par Christine Lagarde il y a quelques jours que l'euro numérique va arriver à l'automne. L'euro numérique, c'est tout simple. Vous allez acheter une entrecôte, on va vous dire: «Oh, vous avez trop mangé de viande ce mois-ci. Non, non, il faut prendre un truc, végétal» ou bien alors, vous savez, les nouveaux insectes que on a le droit de mettre dans les nouveaux produits qui sont autorisés. Donc plus de viande, des insectes. Oui, il y a Pascal Ariel qui a écrit: «Oui, c'était un test d'obéissance de la population mondiale». Oui, bien sûr. Et alors, c'est marrant ce que vous dites sur les
sur les insectes, parce que régulièrement, je vois revenir sur nos écrans ou dans notre presse ces formidables expériences de survie dans un monde difficile, de gens qui vivent à deux dans un... C'est des tests, hein, et qui vivent à deux dans un appartement de 25 mètres carrés avec... ils ont une serre à l'intérieur et une production de mouches, de blattes et tout un tas d'autres trucs qu'ils mettent dans leur plat. Et quand on fait le comparatif de ce qu'on annonce ici sur Fréquence Populaire tous les jours des évolutions, par exemple en Chine, c'est un peu inquiétant. Alors, on a quand même un recul. Visiblement, eux ont décidé de ne pas manger des mouches et des blattes et de faire. L'Union européenne, elle, a décidé que vous allez manger des insectes. Eh bien, nous résisterons. On ne va pas finir comme dans C'est Soleil pas si Vert. simple. C'est pas si simple parce que dans toutes sortes de petits gâteaux que vous avez éventuellement l'habitude de manger, on va introduire ces insectes qui portent le nom quelque chose et vous ne saurez pas que ce sont des insectes. Il faut avoir l'œil vraiment euh, aiguisé pour reconnaître les insectes. Bon, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, en dehors de menacer d'une amende de 135 euros pour ceux qui boiraient de la vodka debout, vous ne croyez pas trop aux menaces envers la Russie. Vous vous en voyez pas d'autres pour le moment de la part de la France. Si, j'en vois une autre. Qui, L'envoi rappelons-le de... quand même, si je me permets, Gilles, maintenant la France exige un cessez-le-feu, lequel était condamné il y a 6 semaines, parce que Ah c'était ben, pas bien. Le c'est cessez-le-feu allait renforcer la Russie. Maintenant, il faut un c'est comme cessez-le-feu. On est c'est quasiment comme dans le debout assis du café lors du Covid. c'est comme les masques, il ne faut pas et puis c'est obligatoire. Non, je vois une autre mesure possible, c'est une bombe thermonucléaire sur Moscou. La seule difficulté, c'est qu'avec la vitesse des vecteurs que nous avons et la vitesse des vecteurs qu'ont les Russes, nous serons vitrifiés avant que la bombe arrive à Moscou. Bon, plaisanterie mise à Sauf ça part, donne on sait très l'honneur. bien que Et le problème peut se résumer par cette phrase de l'Ecclésiaste: «Malheur à la ville dont le prince est un enfant». quelle belle citation. Mais on sait très bien que Emmanuel Macron fait de ce point de vue-là de la gesticulation pour réaliser un autre objectif politique qui est la fédéralisation de l'Union européenne. Le cas d'Ukraine, en fait, l'intéresse, je pense, fort peu. Par contre, la souveraineté européenne, c'est son sujet depuis toujours et l'Ukraine est un prétexte formidable Pas du tout de pour arriver à souveraineté cette fin. européenne. Le fédéralisme, oui, mais pas la souveraineté. Non, il veut se placer sous l'autorité des États-Unis d'Amérique une fois que ceux-ci seront revenus aux mains des néoconservateurs. Il pense que Trump ne sera qu'un instant. Vous avez vu que des démocrates commencent à lancer une procédure de destitution de Trump. Mais pour parler de destitution, revenons, on va revenir au sujet principal pour lequel on vous a invité, pour avoir votre avis sur l'événement politique majeur qui a touché la France la semaine dernière, lundi dernier, avec le prononcé du jugement contre le Rassemblement national, Marine Le Pen, sur les assistants parlementaires du Rassemblement national à le Parlement européen. Détournement de fonds publics organisés et surtout, ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire l'exécution immédiate de la peine d'inéligibilité qui empêche, pour le moment, Marine Le Pen d'être candidate à la présidence de la France, alors qu'elle est dans les sondages devant tout le monde. Euh, il y a eu énormément de réactions, euh, y compris dans le monde. On en parlait même beaucoup dans la télévision grecque, puisque nous, on était la semaine dernière en Grèce quand ce séisme français a frappé. Et il y a eu des manifestations, assez peu réussies d'ailleurs, tant du RN que de la gauche, ce week-end, les uns pour demander voilà, la levée de cette condamnation et dénoncer un déni de démocratie, les autres pour lutter contre l'extrême droite. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles? Nous sommes en face d'un cas de ce que les anglo-saxons appellent lawfare.
c'est-à-dire l'utilisation de la loi, ou plutôt de la justice, contre un opposant politique. Il faut pour cela évidemment soit mentir effrontément. On l'a vu au Brésil contre Lula, qui a finalement repris la présidence après qu'il a été euh, attaqué, condamné ou pas exactement, mais en tout cas emprisonné pour avoir fait toutes sortes de malversations financières. Et là encore, évidemment, on utilise cette idée qu'il a pris de l'argent dans la caisse, etc. Et puis, au bout du compte, c'est aujourd'hui son opposant, qui était à l'époque euh, au pouvoir, qui risque la prison parce que lui a vraiment essayé de faire un coup d'État. Mais quittons le Brésil pour la France. En tout cas, merci de le rappeler, parce qu'on n'en parle pas assez de ce cas particulier. C'est quand même très, très intéressant du Brésil. Qu'est-ce qui est reproché à Marine Le Pen? D'abord, la qualification qui est en conclusion du jugement, trouble à l'ordre public démocratique. C'est bien ça. C'est bien, mais ça n'existe nulle part. Aucune loi n'a jamais été votée en France par aucun parlement pour stigmatiser le trouble à l'ordre public démocratique. Ça n'existe pas. Il existe le trouble à l'ordre public, mais évidemment, interdire à Marine Le Pen d'être candidate sous prétexte que ça va troubler l'ordre public, ça n'a pas de sens. Ce sont les phrases précédentes du jugement qui expliquent le sens de ces formules. D'abord, elle est contre l'Union européenne, dit le jugement. On peut penser que c'est vrai ou que c'est faux, mais le jugement dit qu'elle est contre l'Union européenne, qu'elle est opposée à l'Union européenne. Et ensuite, le jugement dit que si elle est candidate, elle risque vraiment d'être élue. Donc, c'est dire que le trouble, il n'est pas fait par Madame Le Pen, il est fait par le peuple français qui, si elle est candidate, va l'élire. Et c'est son élection qui est un trouble à l'ordre public démocratique. Cela correspond tout à fait à la consigne donnée par le syndicat de la magistrature qui dit aux magistrats, il faudra vous opposer par tous les moyens à votre disposition à l'élection de membres du Rassemblement national à tous les niveaux de la vie publique et de la vie électorale. Donc on voit bien qu'il y a là l'exécution d'une circulaire du syndicat de la magistrature qui n'est pas exactement l'organisme qui fait les lois en France. Enfin, jusqu'ici, c'était pas sur celui-ci que les Français s'étaient tournés. Donc, ensuite, qu'est-ce qui lui est reproché? Ça, c'est sur le plan juridique, donc c'est inexistant. Sur le plan pratique, il lui est reproché de faire ce que font les partis politiques depuis 1945, c'est-à-dire considérer que l'assistant parlementaire est l'assistant du parlementaire. Et donc, si le parlementaire a des responsabilités importantes dans son parti, il va assister le parlementaire au Parlement, assister le parlementaire dans son parti, assister le parlementaire entre les uns et les autres. Je vous rappelle que lorsqu'il faisait 26%, le Parti communiste français faisait verser à l'ensemble de ses parlementaires l'ensemble des moyens qui étaient mis à leur disposition à la caisse du parti, et c'est le parti qui leur fixait et le salaire et les moyens matériels mis à leur disposition. C'est exactement ce qui est reproché à Marine Le Pen, même si le Rassemblement national a fait quelque chose de beaucoup plus léger que le Parti communiste en son temps, puisque c'est simplement le fait que des assistants parlementaires ont été assistants au Parlement et au parti. Bon. C'est la tradition d'Europe du Sud, c'est la tradition française depuis 1945, et cette idée que c'est pénal et qu'il y a là un délit est une idée totalement fausse. D'ailleurs, les juges sont obligés de dire dans le jugement même qu'il n'y a pas le moindre enrichissement personnel et qu'il n'y a pas ni contrat fictif, ni qu'il n'y a aucun emploi fictif. Les assistants ont bien assisté
les élus dont ils étaient les employés. Ni Ils, corruption. ils ont fait, les assistants ont fait leur travail et aucun enrichissement personnel n'a eu lieu. C'est-à-dire donc qu'il y a conflit entre la vision d'Europe du Sud et la vision d'Europe du Nord. La vision d'Europe du Sud, c'est que l'assistant parlementaire est assistant du parlementaire. La vision d'Europe du Nord, c'est que l'assistant parlementaire est l'assistant du Parlement. Donc l'assistant du Parlement européen, il est à Bruxelles et un peu à Strasbourg pour les votes. Et dans la vision d'Europe du Sud, il est auprès de son parlementaire qui peut être à Bruxelles, à Strasbourg, à Firminy, à Birmingham, ou là où il a décidé d'aller faire de la politique. Il est l'assistant du parlementaire. Voilà la situation, c'est-à-dire qu'elle n'a rien du tout à se reprocher, pas plus que François Bayrou. Alors, dans les mêmes conditions, après avoir servi à écarter François Bayrou du poste de garde des Sceaux quand il faisait de l'ombre à Emmanuel Macron, le jugement a dit que on n'était pas absolument certain qu'il était au courant, donc il a été blanchi. Marine Le Pen, évidemment, elle est dans un parti qui est tellement plus petit que le MoDem qu'elle était naturellement au courant de tout. Elle est la responsable numéro un. En réalité, pas du tout. Le jugement, c'est la conclusion qui vous dit ce qu'il faut en penser. Elle pourrait être élue présidente de la République et ça, le syndicat de la magistrature ne laissera pas faire. Voilà. Alors, vous avez vu que l'affaire est en route pour Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre d'imbéciles de ses amis sont allés crier que c'était formidable de condamner Marine Le Pen pour ce qu'elle avait fait. Jean-Luc Mélenchon a fait la même chose, il s'apprête à avoir la même condamnation. Ils vont à ce moment-là pleurer. Bon, évidemment, on ne pourra que rire d'eux. Édouard Philippe a également été mis en et poursuivi pour détournement de fonds publics. C'est étonnant Alors, que soit tombé sur Édouard Philippe, qui représente une petite menace, le qui gère détournement de fonds énorme. publics, le détournement de fonds publics. Vous savez, les associations d'élus, comme l'Association des maires de France ou un certain nombre d'autres associations d'élus, ont tiré la sonnette d'alarme sur la pénalisation de plus en plus forte de la situation des élus, qui fait que maintenant, ils ne savent plus, à partir du moment où ils acceptent un poste électif, ce qui va leur arriver et à quel moment ils vont être mis en examen, même en ayant la politique la plus raisonnable possible, sans enrichissement, sans trucage, sans rien. Je vais vous prendre l'exemple d'un élu qui a été condamné. Euh, un certain nombre de crédits qui arrivaient étaient consacrés au sport et aux activités culturelles. Et puis, il y avait des besoins dans la santé. Il a pris un peu d'argent au sport, aux activités culturelles pour les mettre dans la santé. Pas beaucoup, un peu, mais qui vole un œuf, vole un bœuf, détournement de fonds publics. C'est un Donc parade. on aurait une justice politique, selon vous, aux ordres On a de d'une part celui une, qui exerce le pouvoir, qui est au pouvoir exécutif. on a d'une part une usine à gaz incompréhensible, pour les élus notamment, et d'autre part une justice politique qui invente des délits ou des crimes. Est-ce que le trouble à l'ordre public démocratique ou le fait d'être contre l'Union européenne est un délit ou un crime? C'est pas certain. Enfin, bon, c'est pas jugé aux assises, donc on peut penser que c'est un délit. En tout cas, en Roumanie, quoi qu'on pense du candidat Georgescu, il a été écarté par le Conseil constitutionnel avec une petite poussée soutien de la France, apparemment, Ah bah, pour cause de oui, c'est opposition à l'OTAN et à l'Union européenne. plus précisément, l'ambassadeur de France est venu à la réunion de ce conseil pour dire ce qu'il fallait faire. Alors qu'ici, curieusement, l'ambassadeur de France n'est pas venu à Paris. Enfin, on peut quand même noter que la juge qui a présidé ce tribunal et pris cette décision est active en politique aux côtés d'Emmanuel Macron, après avoir été socialiste.
genre de socialisme pas très socialiste. Heu, est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas ce qui ne change rien à je pense, à ce que vous dites. Est-ce qu'il n'y a pas eu une mauvaise défense du Rassemblement national qui était pas extraordinaire? Certains se sont demandé, et ça a été l'analyse ici chez nous, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas politisé, l'affaire? En disant, mais comme vous dites, d'abord que cette histoire d'assistant parlementaire, s'il n'y a pas d'enrichissement personnel, de corruption, heu, est une pratique, que fait absolument tout le monde, de un, et de 2 qu'eux-mêmes se trouvent dans des difficultés de financement de leurs, élections, alors qu'ils sont maintenant le premier parti de France et que c'est déjà en soi une démocratie et qu'il faut bien qu'ils se débrouillent. Parce que ce que vous disiez du Parti communiste français, peut-être les gens, aujourd'hui ne le comprendraient pas, mais ça avait un énorme sens. C'est un parti des travailleurs, des catégories populaires et qui n'est pas branché sur, l'argent, des banques, des grandes banques, du capital et qui donc devait trouver des moyens de financer, la lutte, politique, et donc c'était un des moyens, qui était trouvé. Pourquoi n'ont-ils pas c'est étonnant qu'ils ne soient pas servis de ça comme, d'une tribune politique, sachant que de toute façon, ils seraient condamnés. Je ne suis pas dirigeant du Rassemblement national, même si sur certains réseaux sociaux, je suis caractérisé de fasciste. Mais, vous savez, on ne peut pas tout faire et puis, peut-être le Rassemblement national n'est pas assez à droite pour moi. Et on peut penser que comme ils ont choisi la voie, de, la demande d'appel, c'est-à-dire ils ont choisi de contester devant une cour d'appel ce jugement. S'ils commencent à attaquer sur le fait que c'est une justice politique, la cour d'appel risque de considérer que ça vaut aussi pour elle. Alors qu'ils tentent le fait que la cour d'appel revienne sur les décisions de la première instance. Vous savez, c'est courant. Les tribunaux de première instance écrivent souvent beaucoup de bêtises. Est-ce qu'on est, alors on a parlé de justice politique. Est-ce que c'est seulement une justice politique, donc aux ordres, ou est-ce également une, forme d'indépendance, prise par les juges, de la même manière qu'ils le font au niveau européen à la CEDH ou la Cour, de justice de l'Union européenne, et s'imposent aux politiques, que ce soit aux élus ou à l'expression populaire par le truchement des élus ou le référendum? J'aime beaucoup votre humour. C'est formidable. Les juges prennent leur indépendance de qui? D'Emmanuel Macron? Absolument pas. Ils sont le petit doigt sur la couture du pantalon d'Emmanuel Macron et du syndicat de la magistrature qui, sur ce sujet, marchent ensemble dans la grande lutte antifasciste qui rassemble tous les bobos. Bon. Il n'y a aucune indépendance. Ils prennent leur indépendance vis-à-vis du code pénal, ils prennent leur indépendance vis-à-vis de ce qu'est la justice, ils prennent leur indépendance vis-à-vis du peuple français au nom duquel ils sont censés juger, mais ils ne prennent pas leur indépendance vis-à-vis des politiques auxquels ils font allégeance. Quant aux juges européens, est-ce que les juges européens ont demandé à Madame von der Leyen de montrer les SMS qui ont permis l'achat de milliards, de dizaines de milliards d'euros de vaccins avec une société dans laquelle son mari est actif? Ah, ça s'impose à tout le monde, vous dites? Non, ça s'impose absolument pas à la Commission européenne. Au contraire, la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour européenne de justice va dans le sens de l'approfondissement constant de ce que souhaite la Commission européenne et va au-delà de ce que les traités lui autorisent de faire. Non, c'est une machinerie qui est faite à l'encontre des nations pour imposer le fédéralisme par le droit plus que par la politique, puisqu'on sait que les peuples diraient non. Donc justice politique. On a vu que, Intégralement. non, pas intégralement évidemment, mais Ah dans oui, c'est il s'agit intégralement de justice politique. Ces cours européennes, c'est vraiment clair. on a vu, une
partie de la gauche, par toute la gauche, trouvaient que tout cela était formidable. Oui, D'ailleurs, ceux qui vont pleurer pour, Mélenchon qui va avoir le même sort, oui. alors c'est ça qui est un peu surprenant. Sont Je le probablement disais les tout à l'heure, ce la sont les France plus insoumise, ce sont les plus intelligents. Ceux qui savent que, c'est par la souffrance qu'a lieu la rédemption. Le problème, c'est que la rédemption, elle aura lieu au jugement dernier, hein, pour, leur indiquer les choses et le jugement dernier, c'est pas 2027. C'est un peu plus tardif si on croit des Écritures. mais comment vous voyez, les choix faits par la France insoumise, en particulier de participer à cette manifestation, anti, extrême droite de dimanche, alors même que Mélenchon, heu, dès lundi, sentant le vent du boulet, frapper, puisqu'il est lui-même poursuivi, sur les mêmes en gros, les mêmes accusations, même si les volumes sont bien moindres. Et il avait dit que c'était pas une bonne idée de l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. Comment ça se fait qu'il y a eu ce revirement de la France insoumise? Car d'abord, il s'expose au ridicule, puisque en 2019, on le rappelait, la France insoumise avait fait des manifestations contre les lawfare, et en parlant, entre autres, de Lula, mais en parlant de ce qui était mené contre eux par une justice politique. Mmh. Et maintenant, il Sophia parle Chikirou d'indépendance avait de la justice, et il y a Sophia une forme Chikirou d'incohérence. Sophia Chikirou avait fait une vive campagne sur ce sujet. On s'en souvient d'ailleurs avec, beaucoup de choses intelligentes qui avaient été dites par Sophia Chikirou à ce moment-là. Je crois que ce que vous évoquez dans votre question, renvoie à Einstein. Il a dit: «Je pense qu'il y a 2 choses qui sont infinies, l'univers et la bêtise humaine». Enfin, pour l'univers, je ne suis pas tout à fait sûr. Tout comme Mélenchon n'a pas réussi à tenir ses troupes, cette fois-ci. Oui, je ne sais pas. Je ne suis pas plus dirigeant de la France insoumise que du Rassemblement national, donc je ne peux pas vous donner une inside view ni de l'un ni de l'autre. On sait que les Français ont une assez piètre considération leur justice. Je crois que c'est une des institutions qui est le moins bien perçue quand on fait des sondages d'opinion. Est-ce que vous pensez que ça va aggraver ce désamour de la justice et ce sentiment que les institutions ne sont plus vraiment au service du peuple? Ce sentiment est tellement massif que l'aggraver signifierait que, les les catégories, les plus aisées, qui soutiennent, les pouvoirs en place, basculeraient elles-mêmes. Ça me semble difficile. Plus, on est autour de 80 de gens qui se défient des médias et de la justice. À 75 pour les médias, plus de 80 pour la justice. Ça aggrave les risques de rupture. Oui, oui, ça crée, les conditions, d'une explosion. La France en a connu plusieurs, mais Parce que ce qui ressort, ce qu'on il n'est pas certain que le résultat de cette explosion serait formidable, voilà. ouais, c'est sûr. Ce qu'on voit beaucoup dans les échanges, je ne parle pas des gens doctes et savants qui passent dans les médias, mais les réactions plus populaires sur les réseaux sociaux, ou ce qu'on peut lire là dans le fil, c'est l'incompréhension du deux poids deux mesures. En particulier face à des cas de corruption avérés ou très 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 lourdement supposés. On parlait de la vente d'Alstom, des mutuelles de Bretagne, qui ont concerné un certain candidat au Conseil constitutionnel, toute une Il série était candidat, de il est président. ministres, maintenant il est président, toute une série de ministres et de députés. Euh, ne parlons pas au niveau de l'Union européenne. Vous avez évoqué le cas d'Ursula von der Leyen, où la justice est tellement paniquée il a fallu attendre que ce soit le New York Times, et pas non plus le journal le plus
anti-néolibéral qui soit sur Terre, qui lance une procédure judiciaire contre Probablement un Trump. journal c'est probablement un journal communiste. Ah, c'est ça, ouais. Merci de nous donner cette explication. Le New York Times doit être un journal Ah, je vois pas d'autre explication. trop scotitiste. Voilà. Ce qui ressort, c'est ce sentiment du deux poids, deux mesures et d'une tendance plutôt généralisée à la corruption. Cette année, on a eu les chiffres, ceux qui mesurent la corruption avec des méthodes plus ou moins correctes, considèrent que la France, en tout cas avec leur méthode, est passée au 25e rang mondial, c'est-à-dire qu'elle se dirige doucement vers la première place. Euh, euh, est-ce que ce rapport à la corruption qui nous semble de plus en plus insupportable aux citoyens, surtout quand ils sont contraints dans leur budget, dans leur vie quotidienne et que les choses semblent difficiles, est-ce que ça peut être un levier politique fort, selon vous, euh, pour vecteur de changement en France? Non. Un vecteur de changement, c'est quelque chose de positif, alors que quelque chose, de négatif est un vecteur d'accumulation de tensions, de risque d'explosion, mais pas de changement. Par exemple, quand vous voyez Jérôme Cahuzac faire la leçon à Marine Le Pen sur le fait que les politiques doivent être irréprochables, vous vous imaginez ce que peuvent penser les Français, ce que peut penser un Français moyen. C'est un peu comme si on allait chercher une nouvelle Madame Claude pour apprendre l'abstinence aux jeunes filles. Ça n'a pas de sens. C'est non seulement ça n'a pas de sens, mais c'est une véritable provocation. Mettre Jérôme Cahuzac devant une caméra pour dire à Marine Le Pen qu'elle a mal agi et qu'elle est punie et qu'il aurait fallu qu'elle soit honnête, parce que les hommes politiques doivent être honnêtes, dit par Jérôme Cahuzac, qui, devant la représentation nationale, a menti ouvertement, effrontément, et dans un but d'intérêt personnel. C'était de l'argent planqué dans des comptes en Suisse, puis dans des paradis fiscaux, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus révoltant dans l'action du politique. Eh bien voilà, ce monsieur vient donner des leçons au nom de l'establishment. Alors, évidemment, comment ne pas penser que ça révulse les gens? Révulse les gens. Pourquoi ils sont allés chercher Cahuzac pour dire la morale et le droit? Ah oui, hein, c'est quand même. Les Belges n'ont pas cherché du trou pour l'éducation des enfants. Marine Le Pen a reçu des soutiens internationaux jugés encombrants, ce qui, pour certains, la condamne encore plus, parce que je crois que par un souci de trollage dont les Russes ont le secret en ce moment, ils ont accusé la France d'être pas assez démocratique. Elle a reçu le soutien de Donald Trump, le soutien d'Orban, ce qui n'a pas manqué de provoquer la réaction auquel on pouvait s'attendre, à savoir que ceux qui l'ont condamné y ont trouvé une justification à ex post. Vous savez, il y a une bataille mondiale entre des gens qui veulent détruire les nations pour faire une société liquide, fluide, de milliards d'individus qui soient face à quelques grands groupes capitalistes organisés, dépendants de BlackRock et de Vanguard, et que tout ce qui est un obstacle à la réalisation de ça soit détruit, notamment les nations. Et ça, ils sont organisés notamment autour de Davos, et c'est une majorité de milliardaires. Et puis vous avez en face des gens qui sont une minorité là-dedans, qui ne sont pas plus pauvres, comme Elon Musk ou Donald Trump, qui ne sont pas des pauvres absolus comme les soutiens de Vladimir Poutine, qui, eux, pensent que ce sont les nations qui sont la base de la vie collective, de la vie sociale. Ce sont elles qui permettent un début ou une forme
de démocratie, ce sont elles qui permettent à la société humaine de ne pas être la guerre de tous contre tous. Donc, si vous regardez où sont les deux camps, ben, évidemment, Marine Le Pen, elle est soutenue par tous les gens qui sont dans le camp en faveur des nations. Et elle a en face d'elle tous ceux qui sont pour détruire les nations au nom de grandes fédérations capitalistiques. C'est un peu douteux concernant Elon Musk. J'ai pas l'impression il semble plutôt. Il est très compliqué comme personnage. Mais bon, ça, c'est une remarque à part. On l'a vu dans ses interventions en Argentine sur l'État et la nation. Il n'est pas d'une clarté folle non plus. Il semble tout à fait se satisfaire de sa position de maître du monde le plus riche et Moi, contraignant les États. je ne vous dis pas que je soutiens quiconque, je vous dis qu'il y a deux camps et qu'il est dans un des deux camps. Et qu'il a entraîné la Silicon Valley, en partie, dans son camp. Vous avez évidemment Bill Gates, qui est une prima donna de l'autre camp. Mais Laurent Morvan, que Gilles soit président. Il a entraîné Apple et Facebook, qui sont des entités importantes dans la Silicon Valley, enfin dans ce capitalisme technologique. Alors, quelles sont, d'après vous, maintenant, les conséquences qui vont suivre ce moment, ce grand moment d'indépendance de la justice? Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, vous pensez que le pouvoir en place va revenir sur cette décision parce qu'il y a une trop grande levée de boucliers? Ou alors qu'il va accélérer, en poussant les procédures contre, entre autres, Jean-Luc Mélenchon? Et quid de l'élection à venir? Car lors de son intervention sur TF1, Marine Le Pen avait fait sa dernière intervention était assez sensée. Elle disait si d'aventure je ne peux pas participer à cette élection, mais qu'après, en appel, je suis innocenté ou pas condamné à l'inéligibilité, quelle sera la légitimité de celui ou de celle qui sera élu président alors que je n'ai pas participé à l'élection? Donc, est-ce que vous pensez qu'on va avoir un retour en arrière du pouvoir ou une confirmation de cette condamnation et éventuellement une traque d'autres potentiels prétendants au second tour de l'élection présidentielle? Je ne sais pas lire l'avenir. Les deux sont possibles. C'est le degré de folie des dirigeants français et des magistrats qui leur sont soumis, qui est difficile à déterminer. La logique voudrait que l'appel éteigne tout cela. Et l'annonce par le gouvernement que l'appel aurait lieu en 2026 est déjà une indication qu'ils sentent bien que c'est allé trop loin. Oui, qu'un appel en C'est en même temps une assurance vie pour le président Macron qui donc ne sera pas poussé à démissionner avant. c'est quand même, même si l'appel a lieu en 2026, ça rend très compliqué, la mise en place d'une campagne présidentielle. Vous savez très bien que ça commence tôt et que Vous avez tout compris. le juge voilà, Vous avez tout compris. donc la question était quelle que soit la formule choisie, ça pervertit l'élection. Je pense que le choix privilégié, c'est de renoncer à l'inéligibilité de Marine Le Pen en appel, mais de le faire trop tard pour qu'elle puisse faire une bonne campagne. Mais vous avez vu qu'elle explique que de toute façon, c'est elle la candidate et qu'il n'y en aura pas d'autre. Et que le pouvoir doit faire avec ça parce que elle sera la candidate. Et quelque chose que vous ne prenez pas en compte,
c'est que le Conseil constitutionnel, dans un récent jugement, a dit que les jugements des magistrats ne devaient pas interférer avec la sincérité du scrutin dans le suffrage universel. Ce qui veut dire que même dans la situation actuelle d'inéligibilité, le Conseil constitutionnel pourrait accepter les parrainages de Marine Le Pen. Pardon, j'ai un problème technique. Donc, on n'aura pas de candidature Bardella, Non, selon vous? non. Ah, si au dernier moment, le Conseil constitutionnel refusait les parrainages de Marine Le Pen, il y aurait probablement une candidature Bardella. Vous avez vu dans les sondages que les Français ne s'y trompent pas, et là où Marine Le Pen fait 37 points, Bardella fait 36 points. C'est la même chose. Est-ce que les soutiens extérieurs, en particulier du Kremlin et Donald Trump, peuvent avoir une incidence sur l'élection en France? Ce qu'elle a souvent demandé, ce que le RN a souvent recherché, à savoir le soutien de Trump, ils ont été très largement ignorés jusqu'à maintenant. Euh, maintenant Elon Musk et Trump trouvent grâce à Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez qu'il y aura de leur part un soutien qui puisse avoir un effet sur l'élection en France? Donc un effet, un retour de boomerang euh, négatif pour le pouvoir en place. Oui, parce que les Français pensent qu'un président de la République française qui a l'amitié du président des États-Unis, c'est pas quelque chose qui va lui faire du mal. C'est la jurisprudence Mélanie, en quelque sorte, qui est proche de M. Musk. Oui, elle l'était pas quand elle a été élue. Non. Il n'était surtout pas un homme politique à l'époque. Donc, Marine Le Pen pourrait avoir un véritable soutien de ce côté-là. C'est dans les questions de financement de campagne Qu'est-ce que politique. vous voulez que Trump fasse de soutien supplémentaire à Marine Le Pen, de dire que elle est écartée d'une compétition qu'elle devrait gagner? Elle est écartée injustement d'une compétition qu'elle devrait gagner. En dire plus, c'est dire aux Français, vous allez faire ce que je vous dis de faire, à la manière dont Barack Obama l'a dit pour Nicolas Sarkozy, sans succès. Et vous pensez que ça pourrait avoir un effet négatif, c'est pas un soutien, mais la remarque faite par le Kremlin, dans le contexte de conflit et de stress instrumentalisé par le pouvoir en place relativement à un conflit potentiel avec la Russie? Bien sûr, chez tous les amis des Verts et d'Emmanuel Macron, mais je crains que même au second tour, ils ne votent pas pour Marine Le Pen. Il faut distinguer en matière électorale ceux qui donnent une bonne image, ceux qui donnent une mauvaise image et ceux qui font des votes. Prenons Simone Veil. Elle apparaissait comme sympathique à 93% des Français qui souhaitaient qu'elle joue un rôle politique plus grand à l'avenir. Je vous rappelle que celui qui a le meilleur score aujourd'hui doit faire 41-42 et c'est Jordan Bardella. Simone Veil, donc forte de ses 93%, a été candidate à l'élection européenne, qui était une bonne élection pour elle, puisqu'elle était très engagée sur ces questions européennes. Et elle a fait 9%. Non pas parce qu'elle a fait une mauvaise campagne, mais parce que 93% des Français
pensait que c'était une femme qui avait sa place dans la vie politique française et qu'il fallait qu'elle ait une place plus grande qu'elle ne l'avait, parce que c'était une femme formidable. Voilà, je résume, 93 des Français la trouvaient formidable, probablement à juste titre. Mais ensuite, quand il s'agit de voter pour quelqu'un qui va porter une orientation politique dans un parlement, ils ont voté pour la personne qui leur convenait. Il se trouve que pour 91%, ça n'était pas l'orientation politique de Simone Veil, bien qu'elle fût une femme formidable à leurs yeux. Comment expliquer cet engouement, en tout cas dans les sondages, pour un certain Gabriel Attal? Parce que là, on a une sorte d'opposition qui est organisée entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, qui l'un comme l'autre n'ont pas d'enfants, n'ont jamais travaillé et sont quand même des champions de la communication et de pas grand-chose d'autre. Vous avez là un problème de mesure. Les sondages, qu'est-ce qu'ils mesurent? Ils mesurent quelque chose quand une question se pose de manière pratique à une société tout entière. Ils mesurent l'impact du discours médiatique lorsqu'il s'agit d'un sujet qui ne se pose pas pour les gens. Prenons par exemple le mariage entre personnes de même sexe. La question ne se posait pas pour les gens et près de 75% des personnes interrogées étaient favorables au mariage entre personnes de même sexe. Puis, il y a eu le débat autour du mariage pour tous, et là, vous avez eu 52-48, qui ressemble plus à la réalité de l'opinion française à ce moment-là. Bon, pourquoi? Parce que quand on pose une question que les gens se posent parce qu'il y a un débat public, alors ils donnent leur réponse. Quand c'est une question à laquelle ils n'ont pas réfléchi, il est 19h55, on leur pose 12 questions à la suite en 3 minutes, ils répondent ce qui leur vient à l'esprit le plus vite. Une critique de notre Nietzschéen favori, Black Sheep, qui dit ça réclame la tolérance zéro, donc le Rassemblement national, pour les fumeurs de joint, et ça pleure quand c'est pris la main dans le sac. Mais il n'y a pas de sac. C'est ça le problème. Il n'y a pas de sac. Ça, c'est le discours et les filles. Mais ils vont voir, quand on va dire à Mélenchon qu'il avait la main dans le même sac, ils vont découvrir qu'il n'y avait pas de sac. Qu'il avait simplement la main sur le cœur. Alors, à quand la procédure pour Mélenchon? Quand est-ce qu'ils vont activer les choses? Mais c'est fait, la semaine dernière, c'est sorti. Oui, L'affaire a été ça fait un bout de temps que accusée. la procédure est lancée dans cette. Elle a été lancée au niveau européen. Ensuite, c'est une affaire de délai. Là encore, c'est de la politique. S'ils veulent faire vite, ça va vite. S'ils veulent faire lentement, ça va lentement. Est-ce que ça n'a pas été finalement. Pour les grands patrons et les grandes compagnies qui étaient impliquées dans l'affaire de l'amiante, qui a tué des centaines de gens, on a mis 12 ans, et au bout de 12 ans, on avait perdu beaucoup de documents, et on a dit qu'on ne pouvait pas trancher, c'était trop tard. Le rythme aussi, c'est de la politique dans la justice. Oui, c'est un vrai souci pour beaucoup de Français. Le rythme de la justice, on le voit, ça fait partie La, d'une la justice politique. comparution immédiate pour les gilets jaunes et 12 ans pour des industriels qui ont tué des milliers de gens. Vous revoilà bolchevique, Gilles Pardon? Casanova. Vous revoilà bolchevique. Pas du tout. Moi, est-ce que j'ai dit que c'était mal de tuer des milliers de gens quand on est un industriel? J'ai simplement mentionné. Je ne porte pas de jugement moraux excessif. Si Marine Le Pen arrive finalement à se présenter, elle a dit qu'elle se présenterait d'une manière ou d'une autre, est-ce que tout ça n'aura pas été un immense coup de pub et d'accélérateur pour Marine Le Pen? En tout cas,
ça montre qu'elle n'est pas aux ordres du pouvoir. Ni du pouvoir exécutif, ni du Image pouvoir que ça donne, oui. législatif, ni du pouvoir judiciaire. Si les Français veulent de la nouveauté, si les Français veulent du changement, si les Français veulent de l'alternance, on leur montre là qu'il y a quelqu'un qui résume les 3. Dernière question, connexe, relativement à ce sujet. Est-ce que maintenant, Bayrou a un viseur sur la tête, des députés du Rassemblement national qui appuieront sur la queue de détente dès que, la gauche posera une motion de censure et pourra faire tomber Bayrou, comme ils ont fait tomber Barnier pour faire payer, le clan macroniste? Bayrou, il a un problème, c'est qu'il a fait la même chose que Marine Le Pen, qu'il a eu une procédure et qu'il est toujours possible de revenir et de rouvrir cette procédure. Et ça, c'est pas Marine Le Pen qui peut le faire, mais le jour où Emmanuel Macron en a assez de Bayrou, qui s'est imposé, je vous rappelle, avec violence contre Emmanuel Macron pour être son Premier ministre, il peut le faire. D'autre part, pour faire tomber le gouvernement, il faut une conjonction des oppositions. C'est plus complexe. En tout cas, ils ont le feu, nucléaire pour faire tomber le gouvernement, maintenant. Là, on comprendrait assez Si peu la qu'ils ne le fassent gauche pas, d'ailleurs. présente une motion de censure, ils peuvent la voter. Mais s'ils la votent seuls, ça n'ira nulle part. Non, non, c'est ce que je disais, c'est si la gauche présente une motion de censure dans laquelle irait le parti socialiste, je sais pas, sur les retraites, que sais-je, là, le RN pourrait tirer. Mais vous avez entendu Manuel Bompard, il vous a dit qu'il sera toujours là pour soutenir l'extrême centre contre l'extrême droite. Il l'a dit dimanche, c'était hier. Toujours là. Alors merci Jean-Pierre Leroux, c'est gentil. Black Sheep nous dit que Ruffin a lancé sa candidature à la présidence. C'est très bien. Dis donc, je l'ai raté, excusez-moi. Ah ben, vous avez eu tort. Ces informations internationales, la guerre en Iran qui menace, on a raté la candidature. S'il a réellement lancé sa candidature, Il l'a annoncé, moi je ne l'ai pas raté. J'ai vu que c'était un nouveau bébé Macron. Hein, entre Glucksmann et lui, ça va être difficile de choisir. quand même, Ruffin, c'est mieux que Glucksmann, non? Glucksmann, C'est vrai que c'est quand même la justice. Glucksmann n'a jamais eu de César. En tout cas, c'est un drôle de moment pour choisir de lancer une candidature avec La question posée, c'est qu'est-ce qu'il ferait arrivé à la présidence? Quelle serait la distance entre ce que ferait M. Glucksmann et ce que ferait M. Ruffin à la présidence? Voyez-vous que l'un des deux propose d'introduire 1 millimètre de distance avec Davos, Bruxelles, Bilderberg? À partir du moment où il ne souhaite aucune forme de souveraineté et que le pouvoir soit à Bruxelles, ils auront la même politique. Ah, ils n'auront pas le même discours, mais tous les deux sont de gauche. Ah, prenez ça en compte. Ils ont tous les deux cette élévation d'âme dont parle Fabrice Lucchini et qui permet d'être de gauche et que lui n'arrive pas à avoir. Je voulais dire que c'est pas du génie politique de déclencher sa candidature au moment où on a un effondrement des bourses, une guerre commerciale qui est lancée, la moitié de l'UE qui veut guerroyer avec la Russie et les menaces de guerre en Iran, ça couvre plus l'affaire Le Pen, ça couvre quand même très fortement Il n'y a pas de la guerre commerciale. candidature de François Ruffin. Il n'y a pas de guerre commerciale. Il y a simplement le fait que les États-Unis indiquent aux autres pays du monde qu'ils se retirent de la globalisation financière ou de la mondialisation financière. C'est tout.
Et il n'y a rien d'autre. Mais évidemment, c'est un coup de tonnerre, bien entendu, C'est un coup de tonnerre. parce que Je parlais de Ruffin, on déclencher sa on candidature dans un coup de tonnerre, c'est un peu on étrange. vit on vit depuis 30 ans dans cette globalisation financière qui nous fait un mal fou, et vous avez vu que dans les sondages qui sont faits à chaud, 70 des Français pensent que c'est terrible, la fin de la globalisation financière. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte que c'est quand même leur intérêt. Mais le sondage mesure ce qu'a dit la télé hier soir. Avez-vous C'est ça, on en quelqu'un a qui parlé. est allé Avez-vous quelqu'un qui est allé dire dans les médias mainstream que la décision de Donald Trump allait ramener de l'emploi aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne? Est-ce que quelqu'un l'a dit? Alors, on a dit que dans le malheur du monde, un autre malheur intervenait. Vous l'avez vu ce matin, ça a été évoqué sur toutes les télés, toutes les radios. Le prix du pétrole baisse. Ça, c'est un grand malheur. Les Français vont sentir que c'est un grand malheur. Pensez que les Français pensent que la baisse du prix du pétrole est un malheur? Certains, Est-ce qu'on certainement. n'a pas un bon coup de schizophrénie là encore? Parce que, effectivement, la baisse du prix du pétrole est un malheur, mais les mêmes voulaient l'augmentation du prix du pétrole et ont fait des pieds et des mains par 3 fois auprès de Ben Salman pour que, dans le cadre de l'OPEP+, il augmente, enfin, il réduise la production pour augmenter les prix. Et comme ils s'étaient mis d'accord avec Poutine, ils ont fait le contraire par 3 fois, refusant d'obéir à Joe Biden et à Ursula von der Leyen. Ils ont baissé la production, ce qui fait que ça a augmenté les prix. Donc, un, maintenant, ils sont malheureux que les prix baissent. C'est très étrange, non? Van der Leyen n'est pas très attentif à la vie des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et circulent en automobile parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de transport possibles pour eux. Je ne sais pas si elle sait que ce sont aussi des humains, pas sûr. La déconnexion est certaine. Et je parlais de cette schizophrénie à vouloir une chose et son contraire, à un intervalle de temps très réduit. Mais qu'il se Vous rassure, savez, si la guerre est déclenchée avec l'Iran, les prix du pétrole vont augmenter en flèche. Là, ça sera très bien. Ils seront contents. à Mais on peut être à peu partir près sûr qu'ils seront mécontents de l'augmentation du prix du pétrole. À partir du moment où l'on est une marionnette, on dit oui, on dit blanc, on dit noir, on dit non. Madame von der Leyen est une marionnette comme les autres. Ne croyez pas qu'elle prend ses décisions toute seule, sauf pour les SMS, tout ce qui est l'enrichissement personnel, on peut supposer que elle décide par elle-même. Pour les grandes décisions politiques, c'est le groupe qui est derrière Davos, derrière Bilderberg, derrière tout ça, qui est un groupe de milliardaires très puissants. Et auquel elle ne s'est jamais opposée. C'est certain. Et je notais quand même le problème de la déconnexion des propos. Euh, D'ailleurs, un anthropologue, peut-être l'avez-vous vu, un anthropologue russe qui a développé le concept de russophrénie. C'est la capacité qu'a la Russie en même temps d'être au bord de l'effondrement et d'envahir l'Europe. C'est une schizophrénie russe, russophrénie. Oui, toujours on vous dit que l'armée russe est en déroute et qu'elle utilise des chameaux et des ânes pour transporter les armes, que les militaires font des descentes dans les maisons pour prendre les puces des lave-linges pour faire tourner les missiles. Et puis on vous dit que c'est une menace existentielle ici et maintenant pour la France. 3 chameaux sont une menace existentielle ici et maintenant pour la France. Dites donc, elle est dirigée par un type qui ne sait pas très bien mener les choses pour en arriver là. Et on va en rester sur cette touche d'humour face au ridicule de ceux qui nous dirigent. Merci Gilles pour vos Et à vous. analyses. Et eh bien pour
tous les autres, merci à vous. N'oubliez pas de commenter, de partager nos vidéos, de vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas sur YouTube, mais également sur Telegram et sur TikTok. Et on vous dit à très très bientôt.